La campagne pour l'élection présidentielle touche à sa fin et un premier bilan peut déjà être tiré. A-t-on vécu le moment politique le plus médiocre de l'histoire de la Ve République ? L'opinion est plus que jamais devenue reine sur BFM, sur CNews, du débat d'opinion non éclairé, où les contre-vérités s'enchaînent, historiques pour les uns, vous reconnaîtrez de qui je parle, économiques pour les autres, sans qu'aucun scientifique, intellectuel ou chercheur n'ait pu être consulté pour donner la contradiction et démystifier les conneries que l'on a pu entendre ici ou là. Plutôt que de rester fataliste face à ce constat, où l'abrutissement des masses va toujours plus en avant, plusieurs intellectuels ont décidé d'agir et d'essayer d'élever un peu ce débat. Ainsi, Romain Garec, journaliste chez Mediapart, Mathieu Rigouste, sociologue, et Louis Imbert, chercheur en droit public, ont décidé de lancer la collection Amorce aux éditions 10-18. Cette collection consiste en la publication de courts essais, didactiques et engagés, susceptibles de permettre aux lecteurs de s'émanciper du diktat de l'opinion pour s'offrir de nouvelles grilles de lecture, plus analytiques, plus empiriques. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Romaric Godin et Louis Imbert. Bonjour. Romaric, vous êtes journaliste chez Mediapart, spécialiste en macroéconomie. Donc pour cette collection, vous venez de publier un essai qui s'appelle « La monnaie pourra-t-elle changer le monde ?» Louis, vous, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes chercheur en droit public et vous, quant à vous, vous avez écrit « Immigration, fabrique d'un discours de crise ». Alors c'est marrant parce que vos thématiques respectives sont un petit peu celles sur lesquelles on justement se raconte le plus de bêtises, si je peux me permettre. Vous avez un petit peu décidé d'aller un petit peu au-dessus de ça et de proposer une alternative à ces débats médiatiques qui n'ont plus aucun sens en fait. Oui, en fait l'idée c'est de... Après, vous dites des bêtises, bon voilà, chacun a... Il y a des gens qui ont des opinions un peu différentes, des visions un peu différentes en ce qui concerne la question monétaire. C'est aussi ce que j'essaye de présenter dans ce court texte, c'est qu'effectivement, il y a des conceptions de la monnaie qui sont différentes et qui induisent en fait à la fois des politiques publiques et des visions du monde, en fait, de l'organisation sociale et économique qui sont différentes. Et c'est vrai qu'on a plutôt le sentiment qu'il y a une certaine domination d'un certain mode de vision monétaire qui, d'ailleurs, entre en conflit avec la réalité, avec la pratique, avec la façon dont cette pratique de la monnaie se réalise politiquement. Donc voilà, l'idée, c'était un peu aussi de poser à la fois ces différences, ces différentes conceptions, et puis d'essayer de comprendre et de dépasser cette tension entre le discours, on va dire, majoritaire, qui est un discours effectivement qu'on connaît sur la dette publique, l'inflation, la création monétaire, ce genre de choses. Et puis la réalité maintenant depuis plusieurs décennies et encore plus depuis la crise de 2008, qui est un conflit en fait ouvert avec ce discours. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée de départ. Ouais, oui, de ton côté De mon côté, effectivement, j'ai voulu m'intéresser à ce fantasme qui a pris beaucoup de place, surtout à l'automne dernier, notamment quand j'ai écrit l'essai. Cette idée qu'on serait envahi, qu'on serait assiégé par les étrangers, et donc avec cette fameuse théorie complotiste du grand remplacement. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est d'une part, d'abord, remettre un peu au point les choses pour montrer qu'il n'y a pas d'invasion à proprement parler. Il y a pas tous les chiffres montrent bien qu'il n'y a pas on n'est pas envahi d'étrangers. Donc ça, déjà, il fallait quand même le mettre au point. Et puis ensuite, j'ai quand même voulu un peu m'immerger dans les discours qui parlaient de ça pour montrer comment cette idée, malgré tout, avait réussi à s'imposer dans les esprits. Et puis aussi pour montrer que cette idée, en fait, elle n'était pas du tout nouvelle, que ça faisait un siècle et demi qu'on parlait d'invasion. On en parle au moins depuis les années 1880. Donc, quand Renaud Camus parle de grand remplacement, quand Éric Zemmour reprend la formule, en réalité, il recycle de très vieilles idées. Et donc, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer un peu les ressorts de cet imaginaire. Parce que je pense que c'est un imaginaire qui est très ancré dans les esprits, malgré les chiffres, malgré la réalité qui n'est pas du tout celle-là. Et je voulais aussi montrer comment cet imaginaire était instrumentalisé par un certain nombre d'acteurs,
bien sûr par des responsables politiques, notamment par l'extrême droite, mais pas que, par beaucoup de responsables politiques, mais aussi par des acteurs économiques, aussi par des acteurs publics comme l'agence européenne de Frontex, donc l'agence de garde-frontières, qui tirent profit de cette idée que nous serions constamment en crise migratoire, ce qui justifie son action, ce qui justifie son budget, ce qui justifie des prérogatives toujours plus importantes. Donc voilà un peu ce sur quoi j'ai voulu me pencher à travers l'essai. Aussi prendre du recul par rapport au temps court de la campagne et ancrer un peu la réflexion dans le temps long, parce que je pense que c'est quelque chose qui manque vraiment dans le débat public. Ouais, justement, puisqu'on parle de débat public, là, on est, comme je disais en introduction, on est en train de terminer un moment politique. Moi, j'aimerais savoir, parce que vu la justification de la création de cette collection Amorce, donc c'est-à-dire pour donner aux gens de nouvelles grilles de lecture, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi le constat que médiatiquement, les débats sont devenus Oui, il y a un discours dominant, mais il y a aussi une médiocrité ambiante qui est assez flagrante, j'ai l'impression. Écoutez, je ne sais pas si c'est une question de médiocrité. On a l'impression, en tout cas en économie, qu'on tourne un peu en rond, en tout cas. Qu'on tourne en rond et que, en fait, à côté de ça, il y a un monde qui avance, qui pose des questions, qui soulève des problématiques qui deviennent très concrètes en fait pour nos concitoyens, le changement climatique, les crises géopolitiques, les problèmes d'inégalité. Les problèmes parfois pour certaines personnes de pauvreté et de survie, et que tout ça, le problème de précarisation de l'emploi, je ne vais pas faire une liste à la Prévert, mais quand même le problème du travail, c'est-à-dire la façon dont les gens travaillent et vivent ce travail, tout ça sont des choses qui sont totalement absentes du débat. Autrement que par des sortes de pensées magiques un peu, il faut bien le dire, qui consistent à penser que tout peut se régler à coup de baisse d'impôts, d'incitation fiscale, de signaux prix ou de choses comme ça. Alors que en fait, la réalité montre que c'est pas le cas. Moi, je pense qu'effectivement, il serait temps de mettre dans le débat des éléments de cette réalité-là, c'est-à-dire gérer la crise climatique à coup de signaux prix. Est-ce qu'on peut se le permettre ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça ne crée pas plus de difficultés que ça n'en règle ? Pareil pour des histoires de croissance verte, ces illusions, cette course à l'innovation technologique qui va nous sauver. On ne sait même pas de quoi il s'agit, mais on sort le mot innovation et puis l'affaire est réglée et on peut passer à autre chose. Ça suppose de s'interroger sur ce qu'est cette innovation, son contenu, ce qu'elle va créer, ce qu'elle va être capable de résoudre comme problème, pourquoi elle va résoudre ces problèmes-là et pourquoi elle ne va pas en résoudre d'autres. Donc tout ça, ce sont des vraies questions, en fait, qui sont souvent, en réalité, exclues du débat parce qu'on va se contenter simplement de fixer des limites qui sont des limites idéologiques. Voilà, on peut pas créer de la monnaie comme on veut, alors qu'en fait, depuis 2008, on crée de la monnaie comme on veut. On doit laisser faire le marché parce que le marché, c'est le meilleur mode de coordination, c'est le mode de coordination optimal, alors que si on a tous ces problèmes, c'est bien qu'il y a un moment où le marché n'est pas le mode de coordination optimal. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu ça. Alors, il y a certains candidats à la présidentielle qui ont posé ces problèmes-là, plus ou moins loin, plus ou moins clairement, plus ou moins fortement. Mais c'est vrai que la pression du discours médiatique majoritaire fait que, en réalité, ces questionnements-là ont du mal en fait à se diffuser au sein de la population. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de nos concitoyens, ils ont autre chose à faire que de s'occuper de la conception monétaire, je ne sais quoi, de la création monétaire, etc. Les gens ont des vies et c'est bien normal. Donc, ils ont besoin, d'une certaine façon, qu'on leur prépare un peu la réflexion. C'est pour ça, en fait, qu'on a des médias, qu'on a des débats, qu'on a même des hommes politiques, d'une certaine façon. Mais quand cette préparation se fait toujours dans le même sens, en réalité, on ne peut pas avoir de véritable choix démocratique. Et c'est un peu ça que j'essaye de faire, c'est de pouvoir ouvrir un peu le champ démocratique. C'est vrai qu'en même temps qu'il y a une polarisation
politique entre Macron et Le Pen, il y a une polarisation médiatique entre un discours plutôt néolibéral qui va dire la dette, les marchés, le marché, et un discours d'extrême droite conservateur qui va mettre l'accent, comme CNews, qui va mettre l'accent sur l'immigration. D'ailleurs, en début de campagne, je pense que tu as dû être un petit peu interpellé par Éric Zemmour et la façon dont tout était centré sur lui, sur son discours, et qui lui allait jusqu'à mettre sur un plateau de télévision les termes de grand emplacement, de remigration, etc. Oui, c'est vrai que au moment où j'écrivais encore le livre, on était dans cette bulle médiatique de l'automne, où Éric Zemmour n'était pas encore officiellement candidat, mais où il occupait tous les plateaux. On lui déroulait le tapis rouge dans tous les médias pour justement tenir ce discours très, très, très radical sur cette idée de grand remplacement, d'invasion migratoire. Et donc, à la fois, ce qui interpellait, c'était la radicalité du propos, c'était le fait de poser cette théorie complotiste dans le débat public, mais en réalité, c'est pas complètement surprenant dans la mesure où Éric Zemmour a été justement celui qui a popularisé le grand remplacement, qui à l'origine est une théorie complotiste de Renaud Camus, un essayiste d'extrême droite qui avait écrit au début des années 2010 un petit livre, Le Grand Remplacement, et qui a été popularisé par Éric Zemmour. Donc c'était pas très surprenant de le voir dans la bouche d'Éric Zemmour. Ce qui était surprenant, c'est l'espace que ça a pu occuper à l'automne dans le débat public. C'était pas très étonnant non plus dans la mesure aussi où, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, ce thème de l'invasion migratoire, il n'est pas du tout nouveau. Il est en place depuis un siècle et demi, avec on va dire des cycles. Donc ça revient à certains moments. Je me rappelle bien, déjà à la fin du 19e siècle, l'immigration italienne, c'était déjà une signification. Il y avait même déjà des théories tu nous expliques, c'est la monarchie, le royaume d'Italie qui envoie en sous-main des gens pour envahir la France. Exactement. Donc on retrouve des théories complotistes du même genre à la fin du 19e siècle, on les retrouve après dans les années 30, et le terme même de remplacement, on le trouve déjà justement au début du 20e siècle. Donc en fait, rien n'est nouveau. Ce qui change peut-être, c'est la montée en puissance de ces idées, leur banalisation exacerbée. Ça, c'est ça, à mon avis, qui est marquant. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, après cette bulle médiatique de l'automne, il y a un peu un essoufflement. Parce qu'une fois qu'on a parlé de remplacement sur tous les plateaux, et qu'on en fait le cœur de son discours, qu'est-ce qu'on construit à partir de là? Et je crois que ça a été un peu finalement ce qui explique que la bulle médiatique est un peu retombée. Et finalement, au profit de Marine Le Pen, qui n'avait pas finalement à aller sur ces terrains-là, qui a pu donner l'impression qu'elle est sur un terrain soi-disant social. Mais finalement, ça a servi de tremplin à sa dédiabolisation finalement. Oui, puisque finalement, on a l'impression qu'elle était à gauche d'Éric Zemmour. Donc ça, et en même temps, tout le monde sait ce qu'il y a dans le programme de Marine Le Pen. Marine Le Pen elle-même a beaucoup parlé de submersion migratoire, d'invasion migratoire, son père également. Le FN a vraiment été l'un des artisans, je dirais, de cet imaginaire de l'invasion migratoire. Donc, on sait bien ce qu'elle pense de l'immigration, c'est dans son programme, la préférence nationale, l'expulsion de toujours plus d'étrangers pour toutes sortes de motifs, l'arrêt de l'immigration même légale. Donc voilà, on sait bien ce qu'il y a derrière. Mais finalement, voilà, il y a quand même cet essoufflement de la campagne d'Éric Zemmour qui, à mon avis, est marquant et montre bien qu'au bout d'un moment, à toujours parler de grand remplacement, ça ne suffit pas, en fait. Ouais. Ça ne suffit pas. Ceci dit, même si Marine Le Pen ne parle pas de grand remplacement, elle est au second tour face à Emmanuel Macron. C'est un petit peu. D'ailleurs, c'est marrant parce que vos deux thèmes, finalement, rejoignent un petit peu aussi la dualité entre les deux candidats. Un candidat pro-business, pro-privatisation, etc., contre une candidate anti-immigration. Là, on est aussi pareil, on va être dans une bulle où ça va être. C'est pas vraiment deux projets de société différents, mais ça va être le pro-business contre l'anti-immigration, quoi. Oui, alors Marine Le Pen, elle est pro-business aussi. Marine Le Pen, elle promet une baisse elle promet une baisse des impôts de production. Je sais que le MEDEF prétend que son programme est d'extrême gauche, mais moi, un programme d'extrême gauche qui propose une baisse des impôts de production de 10 milliards, c'est-à-dire plus que ce que propose le président sortant,
j'ai quand même quelques doutes là-dessus. Donc, dans le programme de Marine Le Pen, le programme économique, le premier point, c'est l'État est là pour améliorer et soutenir le développement des entreprises. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un programme pro-business. Ce n'est pas possible. Donc, derrière quelques... mais bon, ça, c'est la façon de fonctionner traditionnelle de l'extrême droite. C'est-à-dire que vous avez des têtes de gondole, en fait. Donc, vous avez la retraite à 62 ans, puisque maintenant, c'est plus 60 ans. Et comme, évidemment, le président sortant s'est lancé dans cette histoire de retraite à 65 ans, bon, elle paraît sociale, mais enfin, c'est le statu quo, c'est pas plus. Et puis, vous avez la baisse de la TVA sur l'essence, qui aujourd'hui, effectivement, est un vrai produit d'appel pour beaucoup de gens, parce qu'il y a un vrai problème de ce point de vue-là, et qu'en face, le président n'a pas grand-chose à proposer sur le sujet. Mais ça, ce sont des produits d'appel. Ça n'entre pas, en fait, dans un programme structuré qui serait basé sur la redistribution, sur le social, sur ces choses-là. Là, je vais sortir un peu de mon domaine pour aller vers celui de Louis, mais quand même, la préférence nationale, elle a une conséquence économique. C'est l'appauvrissement d'une part importante de la population française, dont les étrangers font partie. Lorsque ouvertement ce programme propose d'expulser 680 000, 620 000, je ne sais plus, mais peu importe, ménages de leur logement social, sans solution de relogement, c'est un désastre social. Et ce n'est pas qu'un désastre social pour les étrangers, c'est un désastre social pour le pays, tout bêtement. Encore une fois, c'est là aussi, vous parliez un peu de médiocrité du débat. Je trouve que le fait qu'on ait pu, à un moment ou à un autre, associer le terme social au programme du Rassemblement national, qui est encore plus à droite que celui de 2017, est peut-être la preuve ultime, et peut-être la seule d'ailleurs, de cette médiocrité que vous évoquiez. D'ailleurs, justement, moi, je prenais un petit peu à contre-pied, justement, cette espèce de dualité qu'on essaie de créer, parce que finalement, c'est aussi une création médiatique. Macron, Le Pen, et de les dépeindre uniquement d'un côté anti-immigration, de l'autre, puis en même temps de servir un petit peu son entreprise de dédiabolisation. Du côté de Macron, de le laisser raconter qu'il faut privatiser, que la retraite à 65 ans, qu'il ne faut plus de redevances télé ou des choses comme ça. Enfin, on est face à une construction médiatique et on a l'impression qu'on n'a pas d'alternative, ni économique, ni sociale, non, rien. Écoutez, je veux pas monopoliser la parole, mais les impôts de production, les deux finalistes proposent de les baisser. La privatisation est de facto, en fait, du service public audiovisuel, soit par la suppression de la redevance, soit par une privatisation ouverte de l'audiovisuel public. Les deux le proposent. Et vous, en fait, vous avez énormément d'éléments qui sont communs aux deux candidats finalistes. Évidemment, ce qui différencie les deux réellement, et je me répète, mais c'est la question de la préférence nationale. C'est-à-dire que si effectivement il n'y a pas cet élément fondamental, à mon avis, parce qu'il faut bien comprendre que dans le chiffrage qu'a présenté Marine Le Pen, la préférence nationale apporte en fait le financement de tout le reste. Donc c'est pas simplement un point, pardonnez-moi l'expression, de détail. C'est en fait un nœud sur lequel se base l'ensemble du programme de Marine Le Pen, et notamment de ces têtes de gondole sociales qu'elle présente par ailleurs. Donc, si effectivement il n'y a pas ça, on a une forme on a une forme de continuum où, grosso modo, on a une conception plutôt autoritaire de la société et très néolibérale de l'économie. Et finalement, là-dessus, ils peuvent à peu près se retrouver. Alors, il y a des différences de degré, mais il n'y a pas de différence de nature. Par contre, avec cet élément qu'est la préférence nationale, là, il y a une différence de nature. Et donc, il y a effectivement une différence de nature. On peut pas dire le contraire, parce que effectivement, chercher l'appauvrissement concret de 7,5% ou 8% de la population du pays, en fait, ça modifie tout, quoi. Ça change tout. Et ça crée, après, je ne suis pas juriste, mais même ça crée dans l'application de ce programme-là
un problème constitutionnel qui ouvre la voie à une inconnue juridique et de stabilité politique du pays. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est là une différence de nature. Pour le reste, effectivement, moi, si on met ça de côté, mais il ne faut pas le mettre de côté parce que, encore une fois, c'est un élément central de son programme. Pour le reste, c'est vrai qu'on est sur des différences de degrés, en fait, et notamment sur l'économie. Mais finalement, tout ça a fait la part belle quand même à Emmanuel Macron, tout ça, quand même. Cette montée de l'extrême droite et de... Moi, ce que j'allais dire quand même si je suis d'accord avec Romaric Gaudin sur la question de la préférence nationale, c'est vraiment quelque chose qui distingue les deux programmes Mais il faut quand même, à mon avis, nuancer un peu cette idée qu'Emmanuel Macron serait pro-immigration, serait le candidat de l'immigration. Il n'est pas le candidat de l'immigration. Il est, comme d'ailleurs, je pense, quasiment toute la classe politique, prisonnier de cet imaginaire que je décris dans le livre, qui est de penser qu'il y a trop d'étrangers en France et que si on, finalement, en résolvant le problème, entre guillemets, de l'immigration, on va résoudre tout un tas d'autres problèmes. Ce qui, à mon avis, est un mauvais diagnostic. Et puis, si on regarde le bilan d'Emmanuel Macron, en matière d'immigration, il n'est pas allé, il n'est pas allé sur le terrain de la préférence nationale. Il ne le propose pas. Mais enfin, la loi asile-migration de 2018, c'est pas une loi qui est favorable aux personnes étrangères. Au contraire, c'est une loi plutôt répressive qui, par exemple, allonge la durée de la rétention administrative. Désormais, depuis 2018, l'administration peut enfermer pendant 3 mois une personne étrangère pour le simple fait qu'elle est en situation irrégulière et qu'on le souhaite l'éloigner. Donc ça n'est pas anodin. Il y a sans doute une vraie différence et de nature sur la question de la préférence nationale et de degré sur le niveau de répression des personnes étrangères, mais je pense que justement, cette polarisation médiatique, elle est quand même aussi, à certains égards, à relativiser. Et moi, je crois que justement, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que bien sûr qu'il y a un logiciel d'extrême droite à l'origine, et le FN vraiment est le noyau dur, je pense, de celles et ceux qui ont forgé cet imaginaire. Mais cet imaginaire, il a été repris par quasiment toute la classe politique. Et c'est bien le problème, justement, aujourd'hui. Même à gauche, vous vous rappelez par exemple les propos de Manuel Valls sur les Roms Bien sûr, de Manuel Valls, mais avant eux, les propos de Michel Rocard. On ne peut pas héberger toute la misère du monde. Et ce n'est pas du tout le seul. J'en cite d'autres dans le livre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu quelque chose de particulier, déjà par sa politique sociale, évidemment, enfin antisociale, mais aussi par ses discours et sa politique, justement, sur les questions de l'immigration? Est-ce que finalement... Moi, j'ai pas envie de rentrer dans les phrases toutes faites, genre Macron a favorisé l'extrême droite, j'en sais rien, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui fait que la politique de Macron et son discours, et que lui et son gouvernement ont tenu pendant des années, pendant 5 ans, sur les plateaux de télévision, n'auraient pas contribué en tout cas à maintenir l'extrême droite à un très haut niveau? Alors avant d'écrire ce petit livre, j'ai écrit un livre qui s'appelait La guerre sociale en France aux éditions La Découverte. Permet de le signaler. Mais mon idée, c'était précisément de dire en partie ça, c'est-à-dire Emmanuel Macron a imposé des réformes néolibérales dont le pays, en réalité, ne veut pas. Et le système que l'on est en train de revivre, le système électoral, fait qu'il peut le faire en se prévalant d'une majorité, alors que cette majorité sur ces programmes-là n'existe pas. Et effectivement, lorsque l'on impose des politiques qui ne sont pas désirées par la majorité de la population, vous avez forcément 2 stratégies face à ça. La première stratégie est une stratégie de répression, et on a vu le niveau effectivement de violence policière et de répression à travers tout un tas de lois, le secret des affaires, les lois anti-casseurs, enfin tout ça, je ne rentre pas dans le détail. Donc, vous avez cet élément de répression qui montre que le régime s'est durci. Le régime politique en France au cours de ce quinquennat s'est durci. Voilà, on a vu des gens blessés gravement, même mourir parfois dans les rues de France. C'est pas anodin. On peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Et puis, donc première chose, la répression.
Et puis, deuxième chose, la diversion. Et alors là, évidemment, la diversion, c'est l'immigration, c'est le sujet, l'immigration, et encore plus, parce que l'immigration, vous avez cité Michel Rocard, ça, l'immigration, c'était le sujet, d'une certaine façon, dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est l'identité. Ça va encore plus loin, parce que ça concerne des gens qui vivent dans ce pays, mais qui sont d'origine ou de culture étrangère, mais qui peuvent être français. Et donc, de religion, qui sont considérés comme suspects de par leur religion. Donc, cette diversion-là, elle n'a pas été... elle a été instrumentalisée, elle a été utilisée par le régime, par le pouvoir d'Emmanuel Macron. Il suffit, évidemment, tout le monde a ça en tête, hein, c'est Gérald Darmanin face à Marine Le Pen lui disant « je vous trouve un peu molle sur les sujets concernant les musulmans ». C'est un sujet concernant les musulmans, c'est-à-dire une partie de la population qui a une religion qui est celle qu'elle veut. Donc, c'est quand même pas anodin. Marlène Schiappa, toutes ces choses-là, l'instrumentalisation de la laïcité dans un sens identitaire, tout ça fait que quand même, effectivement, moi, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut dire que Emmanuel Macron a joué de cette diversion pour en plus y voir un intérêt politique qui était que, effectivement, son intérêt était de se retrouver au deuxième tour face au Rassemblement national pour pouvoir jouer le Front républicain. Bon, il prétend aujourd'hui qu'il n'existe pas, mais enfin, c'était quand même une stratégie plus évidente parce qu'il n'avait pas à rendre de compte, parce que Marine Le Pen, comme on l'a vu sur son programme économique, comme elle n'a rien à lui dire sur son programme économique à part sur des sujets très précis, en réalité, elle ne va pas lui demander de compte sur la réforme, sur les ordonnances Macron, sur la privatisation de la SNCF ou sur ce genre de choses. L'idée du débat du second tour, évidemment. Et en plus, j'avais lu ça une fois. Emmanuel Macron, président Thatchero-Trumpiste, et finalement, est-ce que c'est pas... Il n'y a pas un élément de vérité là-dedans? Bah, si vous voulez, je pense que... Un truc qui les résumera bien, même si on... On peut toujours faire des images. Mais... Trump, ça me paraît quand même un peu... Voilà, parce qu'il y avait un côté... Enfin, ceci dit, il y a aussi dans Macron un côté grand guignolesque, mais qui est d'une autre nature, voilà. Trump, il y avait ce côté anti-élite, machin. Bon, il essaye un peu de jouer dessus, mais grosso modo, il a un peu de mal quand même, parce que on se refait pas. Mais ce qui est certain, c'est que, enfin, à mon sens en tout cas, c'est que c'est un président de conviction néolibérale qui est confronté à la crise du néolibéralisme que l'on vit depuis 2008 et qui, en fait, devient de plus en plus évidente à mesure que l'on avance, et qui, face à ça, dans un pays qui, par ailleurs, est plutôt rétif à ces politiques-là, face à ça, a des recours, en fait, à ces deux modes qui sont classiques des régimes... je dirais pas autoritaires, mais disons des régimes qui se durcissent, qui sont la répression et la diversion avec l'instrumentalisation des questions d'immigration et d'identité. Mais du coup, ma dernière question, comment ce serait... Parce que vous avez quand même, d'un côté, toi, Louis, tu remets un peu les choses à plat sur les questions de l'immigration, tu refais l'historique, tu réexpliques même par la statistique, par des études quantitatives qui ont été faites, qualitatives qui ont été faites aussi, que voilà, l'immigration, c'est rien à voir avec ce qu'on nous raconte sur les plateaux de télévision, et que bon, voilà, historiquement, ça a toujours été un problème en France, l'immigration. Et toi, Romaric, tu vas jusqu'à vraiment très angler ton essai sur la monnaie. Bon, le titre est quand même assez évocateur. La monnaie pourra-t-elle changer le monde? Et tu viens nous expliquer qu'en fait, effectivement, les États peuvent créer de la monnaie et recréer donc de la politique sociale, de la politique de l'investissement public, etc. Comment on arrive à imposer ces thématiques-là et surtout de les aborder de façon plus éclairée qu'on ne le fait actuellement sur BFM ou sur CNews? Sur CNews, j'ai assez peu d'espoir qu'on sorte du logiciel d'extrême droite. Mais non, je pense que... Moi, c'est pour ça que je parle d'imaginaire. C'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment très ancré dans les esprits. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire, mais je pense sur le long terme, de reconstruction des termes du débat, de changement de vocabulaire. Je pense que beaucoup de choses passent aussi par les termes. Ça, j'en parle dans l'essai. Quand on parle alors évidemment, il y a le grand emplacement, mais en fait, derrière, il y a tout un champ lexical qui est un champ lexical de la crise, de la submersion, de l'afflux massif,
de l'invasion, de la pression, des vagues, de la ruée. Donc il y a vraiment l'appel d'air. Donc il y a tout un vocabulaire qui déjà véhicule des idées fausses. Puis il y a aussi des métaphores d'ordre liquide, bactérienne. Il y a toute une série, il y a tout un champ lexical en fait qui vient dramatiser l'enjeu et qui empêche de parler correctement de ces questions. Donc je pense qu'une des responsabilités qu'ont notamment les journalistes et les intellectuels plus largement, c'est déjà de changer de vocabulaire, parce que ce vocabulaire est en fait porte en lui cet imaginaire. Et donc, tant qu'on ne changera pas de vocabulaire, tant qu'on parlera de pays en première ligne, comme si en fait on était face à une armée de migrants qui sont là pour nous envahir, je pense que donc il y a un travail déjà de déconstruction à faire sur nous-mêmes. Je pense pas que sur CNews et BFM. Et d'ailleurs, bon, je redis, CNews, je pense qu'il y a aucun espoir à avoir vis-à-vis de ce genre de chaîne d'opinion. Mais en revanche, je pense que du côté plus progressiste, les forces de gauche, il y a un vrai travail à faire pour réinterroger le vocabulaire, réinterroger la manière dont on parle de l'immigration et sortir vraiment de ce logiciel. Et ensuite, on pourra, une fois qu'on aura ouvert ce champ-là, je pense qu'on pourra vraiment très sereinement et voilà, très calmement reconstruire les choses, reconstruire le débat avec peut-être des avis divergents. Je veux dire, l'idée, c'est pas... Moi, je dis pas qu'il faut avoir un seul avis sur la question de l'immigration. Je dis pas qu'on ne doit pas pouvoir en débattre, au contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, le débat, il est complètement tronqué. Il est complètement prisonnier de cet imaginaire que j'évoque. Et donc, il me semble que d'abord, la première étape, c'est de sortir de cet imaginaire. Et une fois qu'on en est sorti, voilà, ça ouvre un champ des possibles assez important. Et là, on peut parler vraiment de réformes profondes. Mais il y a une première étape qui, à mon avis, n'a pas encore été franchie. Okay. Romaric, pour finir ? Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai envie de reprendre exactement les termes que présente Louis ici concernant les questions de monnaie et de dette, en fait. Et c'est pour ça que mon texte commence par l'évocation du Faust de Goethe, c'est-à-dire c'est la construction, en fait, d'un imaginaire. Faust, c'est le début du 19e siècle, c'est l'aube du capitalisme, et c'est en fait l'inscription de cette vision monétaire sur un système économique qui, par ailleurs, est fondé totalement sur autre chose que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, pour se développer, le système capitaliste a eu besoin en fait, de faire exploser cette conception concrète de la monnaie. En 1971, quand les monnaies qui jusqu'ici étaient gagées soit sur d'autres monnaies plus fortes, soit sur des métaux précieux, ont commencé en fait à n'être gagées sur rien et simplement à évoluer les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est une révolution qui en fait est considérable sur le plan pratique. Mais les imaginaires n'ont pas suivi, en fait. Et donc, à côté de ça, on se retrouve toujours avec... J'ai récemment, il y a quelques jours, lu un texte de Jean Tirole, qui est prix de la Banque de Suède d'économie, ce qu'on appelle prix Nobel, à tort, mais ce qu'on appelle un peu prix Nobel, et qui nous explique qu'on gère un État comme on gère un ménage. Voilà. Mais ça, c'est une conception qui aujourd'hui est complètement... a disparu. Mais vous voyez la fonction, c'est une fonction d'imposer, c'est exactement la même fonction qu'avec l'immigration. On impose en fait un imaginaire pour imposer un cadre de réflexion. Et c'est là encore l'enjeu fondamental, à mon avis, pour la gauche, qui est d'assumer, d'accepter, de briser cet imaginaire pour pouvoir en fait avoir les moyens de proposer, c'est pour ça que je parle de changer le monde, c'est de proposer en fait un modèle de société qui est alternatif. Si vous êtes pris au piège dans cet imaginaire, eh bien vous allez toujours vous retrouver en fait coincé au sein de ce propre imaginaire. Le problème aujourd'hui, c'est que ce modèle du ménage bien géré, où on ne dépense pas plus qu'on gagne, alors après, il faut quand même assez peu connaître la réalité de ce qu'est un ménage en France pour se dire que évidemment personne ne dépense plus que ce qu'il gagne et que tout le monde peut vivre décemment dans ces conditions-là. Donc là encore, on est dans l'imaginaire. Donc il suffit simplement de regarder. Si vous avez recours à un découvert bancaire, vous avez recours à de la création monétaire. C'est aussi bête que ça. Et il y a plein de gens qui ont recours à des découverts bancaires régulièrement et qui brûlent pas en enfer pour autant. Je pense qu'il y a vraiment cet élément d'aller chercher
en fait, les éléments qui peuvent casser cet imaginaire pour pouvoir aller plus loin. Mais c'est très difficile parce que cet imaginaire, c'est un imaginaire, pardonnez-moi le gros mot, bourgeois, qui en fait répond à une société bourgeoise. Bourgeois est omniprésente dans les médias, puisqu'on en parle. C'est, là encore une fois, pardon du gros mot, mais la société capitaliste est une société de classe dominée par la bourgeoisie. Alors, elle est dominée, c'est pas tout à fait la même chose qu'à l'époque de Karl Marx. Cette domination prend d'autres formes aujourd'hui, mais enfin, c'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, la conception monétaire qui est dominant, c'est celui-là. Donc, si vous voulez, tout est cohérent. C'est-à-dire que si vous voulez modifier profondément le mode de production, parce que vous pensez que ce mode de production nous emmène dans le mur social et écologique, vous êtes obligé de changer l'imaginaire qui va avec, et donc de l'assumer. Donc, si vous voulez, ça pose un problème très concret. Je terminerai là-dessus, mais moi, qui m'avait un peu interpellé, parce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait par ailleurs une excellente campagne, qui posait des bonnes questions de ce point de vue-là, a fait une émission de 3 heures sur le financement de son programme. C'était celui qui présentait le financement le plus complet de son programme. Mais sauf qu'en fait, c'était d'une certaine façon accepté. C'était accepté que, eh bien, ce programme-là devait s'appuyer sur un financement qui était complet, qui était basé. Et donc, c'était accepté d'une certaine façon, cet imaginaire-là. Et donc, ça posait aussi un problème de tension entre une ambition qui était une ambition transformatrice très forte et, d'une certaine façon, une soumission à un imaginaire qui empêche cette transformation. Donc, bon, après, je ne doute pas que dans la pratique politique, on puisse gérer cette tension-là et accepter d'une certaine façon une soumission temporaire pour pouvoir ensuite faire exploser les imaginaires. Mais notre fonction à nous, en tant que publicistes ou chercheurs, c'est précisément d'aller chercher ces points de tension et de dire attention, si vous voulez aller plus loin, il va falloir combattre cet imaginaire. Ok, merci beaucoup Romaric, merci Louis. Merci d'avoir suivi cet entretien. Je rappelle que dans cette collection, il y a également l'ouvrage de Mathieu Rigouste qui n'a pas pu être présent sur le plateau et intitulé La police du futur. Vous pouvez revoir si vous souhaitez le OZAP qu'avait fait Julien Terry avec lui. N'oubliez pas non plus que le média joue sa survie. Nous avons besoin d'atteindre les 10 000 abonnés d'ici le 30 juin pour nous permettre de nous maintenir à l'antenne et de continuer à nous entretenir avec des intellectuels que l'on entend trop peu ailleurs. Sur ce, je vous dis au revoir et à très vite.